Bonjour à tous. Donc, on va faire une petite vidéo là de présentation de la découverte de la chimie au cours de l'histoire, parce que en chimie, on va parler de choses qu'on ne peut pas voir directement, c'est-à-dire des éléments qui composent la matière, les atomes, eux-mêmes composés de protons, de neutrons et d'électrons. Donc, comme on ne peut pas les voir directement, il faut quand même avoir un petit peu une idée de la façon dont on a appris à les connaître et dont on les a découverts. Donc voilà, c'est l'objet de ce petit diaporama. Alors, au tout début, quand je dis tout début, c'est, vous voyez, dans l'Antiquité, on était à moins 490 avant Jésus-Christ, on pensait que le monde qui nous entoure était constitué de 4 éléments, l'eau, la terre, l'air et le feu. Et on expliquait grossièrement les phénomènes physiques par une place naturelle pour ces 4 éléments, l'air et le feu étant en haut, la terre et l'eau étant en bas. C'est ce qui expliquait que les rivières coulent du haut vers le bas et que la fumée monte du bas vers le haut pour rejoindre le soleil qui lui était en haut, etc. etc. Donc c'était pas vraiment une théorie physique parce qu'il n'y avait pas de mesure, c'était plutôt une approche, on va dire presque philosophique du monde sans vraiment pouvoir faire de mesures ni de prédictions fiables. Donc là on est à moins 490 avant Jésus-Christ. Un peu plus tard, on est à moins 420 Jésus-Christ. Un philosophe, Leucippe, il habitait à Millet, donc, à Milet, et lui, il était convaincu qu'il y avait autre chose que ces 4 éléments, qu'ils étaient eux-mêmes composés d'éléments plus petits, qui permettaient d'expliquer les transformations qu'on observait dans la nature. Donc il appelait ces petits éléments, il disait tellement fins qu'on ne pouvait pas les découper, il les a appelés les atomes. En grec, atome, ça veut dire qu'on ne peut pas couper. Donc voilà, c'est le premier qui a parlé d'atomes, mais il n'a pas pu en apporter la preuve expérimentale. C'était une façon de voir le monde, on va dire. C'était comme ça qu'on faisait de la science à l'époque. Donc là, on va faire un énorme bond dans le temps, parce qu'entre-temps, les choses n'ont pas énormément bougé. Et on va arriver au Moyen-Âge, donc tout le Moyen-Âge, hein, l'an 1000, autour de l'an 1000, où là se développe une science qu'on appelle l'alchimie. Et on voit ici sur la gravure un alchimiste avec un matériel de laboratoire qui pourrait ressembler à ce qu'on appelle aujourd'hui du matériel de chimie. On faisait chauffer des choses, on essayait des expériences. Le but était de transformer les métaux peu nobles en métaux précieux, on dit de transmuter les métaux, et aussi de trouver la façon de vivre éternellement, de pouvoir être guéri. Donc c'était un petit peu des expérimentateurs, des scientifiques, mais il n'y avait pas encore de base solide théorique derrière. C'était beaucoup des choses qui en faisaient un petit peu de façon empirique. Donc c'est quand même un petit peu le début de la chimie, même si c'est pas encore une science bien costaud. Ce qui pose vraiment le début de la chimie, donc là on est à la Révolution française, donc vous voyez qu'on a fait un très grand bond avec Lavoisier, qu'on appelle souvent le père de la chimie. Comme il était aussi un noble à l'époque et un financier, il prélevait des impôts, il a été guillotiné à la Révolution française un peu après. Et donc, on a perdu un très grand scientifique pour des raisons politiques. Alors, on voit ici la reconstitution de son laboratoire au Musée des Arts et Métiers à Paris. On observe de très grandes balances, des cloches à vide. C'est le premier qui a essayé de comprendre comment la masse pouvait se conserver dans les réactions chimiques. En gros, que si on pesait tout ce qu'il y avait avant la réaction chimique, on le retrouvait après la réaction chimique, sous des formes différentes. Donc il a fait des mesures, il a essayé d'isoler certains éléments chimiques, un petit peu ce que voulait faire Leucippe de Millet, en disant mais qu'est-ce qu'il y a de plus petit que l'eau, la terre, l'air et le feu. Lui il a isolé quelques éléments, dans l'air particulièrement, là il y a la liste. Mais il a aussi fait quelques erreurs, il pensait que la chaleur et la lumière étaient des éléments chimiques. On sait aujourd'hui que ce n'est pas le cas. La chaleur par exemple c'est du mouvement des atomes et ce n'est pas en soi un élément chimique. Voilà, en tout cas, c'est le père de la chimie, c'est le premier qui a fait des mesures sérieuses et qui a établi des bases théoriques aussi. Bien sûr, c'était que le début, donc il y a eu quelques erreurs, mais quand même, il a mis en place les bases du travail scientifique moderne. Donc, on en était là au niveau de la Révolution française, hein, il est mort en 1794. Et on arrive ensuite avec d'autres chimistes, qui est célèbre, c'est Mendeleïev, un chimiste russe. Il fait partie d'une famille de chimistes qui ont essayé de ranger les éléments chimiques connus en fonction de leurs propriétés. Et ils avaient observé que plus les atomes devenaient lourds,
on retrouvait des cycles de propriétés chimiques qui se reprenaient, certaines façons de réagir, et ils ont essayé de ranger donc dans un tableau les éléments chimiques connus par rapport à leurs propriétés. Il avait même, grâce à ce tableau, pu prévoir l'existence d'autres éléments qui n'avaient pas encore été découverts. Donc ce tableau, il ressemble beaucoup à celui qu'on a dans tous les livres ou dans toutes les salles de physique aujourd'hui, mais il n'est pas tout à fait rangé de la même façon car il manquait des connaissances pour pouvoir faire un tableau aussi propre que le tableau actuel. En tout cas, là on a un petit peu mis de l'ordre, on a posé les bases en fait de la détermination des éléments chimiques qui servent à réaliser des réactions chimiques, donc en sorte les bases, les Legos du monde qui nous entoure. Un peu plus tard, on commence à se rendre compte qu'il se passe des choses un peu étranges dans la matière. Tout d'abord, une découverte amusante de Röntgen qui découvre les rayons X. Alors comment il découvre les rayons X? C'était une époque où on étudiait ce qu'on appelait les décharges cathodiques, c'est-à-dire qu'on prenait une sorte de bouteille remplie d'un gaz très dilué, et dans cette bouteille on faisait rentrer une électrode, donc avec un fort courant électrique, et on faisait des étincelles dans ce gaz, d'une électrode vers l'autre, donc il y avait un espace au milieu, et le courant circule dans le gaz et pouvait donner de la fluorescence. On voyait un petit peu comme des sabres laser à l'intérieur du tube, qui était dû au passage, mais on ne savait pas encore des électrons à travers le gaz. On ne connaissait pas encore les électrons, donc ils étudiaient ces rayonnements cathodiques. Et Röntgen aussi, à côté de ça, fabriquait des sortes de plaques photo, on va dire luminescentes. Et un jour, il s'est rendu compte que même s'il emballait son expérience de rayonnement cathodique dans du carton ou dans quelque chose de, je ne sais pas ce qu'il a pris à l'époque, qui ne laisse pas sortir la lumière, eh bien on voyait la plaque briller. Donc il s'est rendu compte qu'il y avait donc des rayons qui traversaient même le bois ou le matériau qui enfermait l'expérience et qui venaient illuminer la plaque. Et jusqu'à ce qu'il ait eu l'idée de mettre sa main au travers et qu'à sa grande surprise, il a vu les os de sa main à travers sur la plaque luminescente. Et donc il a réalisé la première radio de l'histoire. Il y a une photo qui a été faite d'ailleurs qui est célèbre avec la main de sa femme. Et donc tout de suite on a compris les intérêts médicaux qu'on pouvait en tirer, et rapidement on a mis en place un système de radiographie pour les dents par exemple, mais aussi pour soigner les blessés. On en reparlera pendant la Première Guerre mondiale qui allait bientôt arriver. Donc un rayonnement étrange là, comme en maths quand on ne connaît pas quelque chose on l'appelle X, et bien là il a appelé ça les rayons X. Il a eu le prix Nobel pour ça. Ensuite Becquerel, qui est un physicien qui travaillait sur certains matériaux, des sels d'uranium ici, qui, s'était-il rendu compte aussi, impressionnait les plaques photographiques. Et donc il y a quelque chose qui sortait de ces matériaux, un rayonnement qui était émis même en pleine nuit, donc qui venait vraiment de l'essence de la matière. Et on retrouvait aussi ces rayons X découverts par Röntgen dans les tubes, donc il n'arrivait pas bien à savoir ce que c'était. Voilà, donc ça c'est le début, on commence à se dire, tiens finalement dans la chimie, dans les éléments qu'on connaît, il y a peut-être quelque chose d'autre à l'intérieur pour produire ces rayonnements. Et une des élèves de Becquerel, c'est Marie Curie, qui a fait sa thèse justement sur ces éléments qui émettaient des rayons un peu bizarres. Et elle a réussi à isoler deux éléments radioactifs, le polonium et le radium. Et donc on a découvert comme ça la radioactivité naturelle et on a isolé ces éléments. Elle a eu pour ça le prix Nobel de chimie, de physique-chimie, c'est le même. Et elle en a eu deux d'ailleurs de prix Nobel. C'est la seule personne à avoir eu deux prix Nobel et c'est aussi la première femme à avoir eu un prix Nobel à l'époque. Faire des études, c'était pas si simple pour les femmes, donc elle repose aujourd'hui au Panthéon. C'est une grande figure de la physique et une grande figure de l'histoire de France. Ici, vous avez un exemple d'expérience qui permet de regarder ce qui se passe quand on a un échantillon qui émet des particules ou des rayonnements bizarres. Donc, on met en présence d'un champ électrique, donc des charges négatives, des charges positives. Et bien, si la particule est positive, elle est attirée par le négatif, repoussée par le positif, donc elle va se déplacer vers le haut dans ce schéma. Si elle n'est pas chargée, elle va tout droit. Et si elle est chargée négativement, elle va vers le bas. Donc, ce système permettait de voir qu'il y avait différentes sortes de particules. Là au bout on mettait une pellicule photo. Donc là on commençait un petit peu à mettre le nez à l'intérieur des atomes pour se dire finalement en chimie on a vu qu'il y avait des éléments qu'on a appelés des atomes, mais à l'intérieur des éléments il y a encore quelque chose. Et c'était les bases des découvertes de ces choses-là. À peu près à la même époque, on a le physicien Thomson qui découvre l'électron. Alors là on voit dans l'expérience ici une bobine qui sert à produire des
des tensions élevées pour justement faire des décharges électriques dans ces espèces de tubes de verre là, qui est le fameux tube qu'a utilisé Röntgen pour faire sa première radio. Et Thomson lui a étudié en détail qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qui se circulait dans ce gaz. Il en a déduit que c'était des particules très légères, chargées négativement. Et donc il a découvert comme ça l'électron. Mais il pensait que les électrons étaient répartis dans les noyaux des atomes. Donc on aurait de la matière constituée d'un atome comme ça, constitué d'une grande partie de charges positives dans lesquelles il y avait un petit peu comme des prunes ou comme des raisins, la répartition d'électrons négatifs. On dit souvent c'est un modèle de pudding de Thomson. Bon, il s'avérera que ce modèle est faux. Aujourd'hui, on sait qu'il y a un noyau positif au centre avec des protons et des neutrons, et vous avez des électrons autour, mais à l'époque, Thomson pensait qu'il était fait comme ça. Donc pour trancher cette question et connaître le vrai aspect des atomes, c'est Rutherford, là vous voyez, on a au niveau du temps, on est en 1912, les choses s'accélèrent un petit peu, on a moins d'écart de temps entre les différentes découvertes, qui dit, ben voilà, soit on a affaire à un atome de Thomson, soit on a affaire au modèle que lui préconisait, à savoir un cœur positif, un noyau positif et des électrons autour. C'est le modèle qu'on connaît aujourd'hui. Mais comment le savoir ça? Eh bien, on avait des éléments radioactifs qui émettaient des particules alpha. Particule alpha, c'est une particule chargée positivement. Elle est composée, on le sait maintenant, d'un noyau d'hélium, donc de protons et de neutrons. Et si les charges négatives sont réparties comme ça à l'intérieur de l'atome, eh bien les déviations de cette particule positive, elles seront assez faibles, alors que si la charge positive qui constitue un noyau bien concentré, eh bien les déviations de cette particule alpha sont assez fortes. Donc dans un accélérateur de particules, on a mesuré les angles de déviation de ces particules alpha. C'est l'expérience de Rutherford, et ça a tranché la question. On observait des déviations très importantes, donc on sait, depuis ce jour-là qu'on sait qu'il y a un noyau dans un atome et des électrons autour, et non pas un autre modèle. Donc Rutherford, après, il identifie aussi le proton, et Chadwick le neutron. Donc voilà, je ne rentre pas dans le détail, mais on a en fait cette fois-ci tous les acteurs de la matière, les protons, les neutrons et les électrons. Là on est donc, vous voyez, en 1932, c'est pas si vieux que ça. Ensuite, on a essayé de connaître un peu mieux le comportement de ces protons, neutrons, électrons, et on s'est rendu compte, en fait, c'était la nouvelle physique qu'on appelle la physique quantique, qui sert à décrire justement comment se comporte la matière à toute petite échelle. Et l'électron, c'est pas un petit grain qui tourne autour comme on le dessine souvent. On peut plutôt l'imaginer comme une bulle de savon. Quand vous avez une bulle de savon, vous avez une espèce de sphère composée du liquide d'eau savonneuse. Et si on explose la bulle de savon, ça fait une petite goutte. Et bien l'électron, quand il est autour du noyau, c'est pas un petit grain, une petite goutte, c'est plutôt une bulle de savon répartie, et qui peut avoir des formes autres que des formes rondes. Là, vous avez un exemple de certaines formes possibles. Et des bulles de savon, elles peuvent se coller pour faire de la mousse. On peut, dans une première simplification, considérer que quand les électrons se collent entre eux comme des bulles de savon, et bien ils permettent aux atomes de s'accrocher, et ils forment un ensemble d'atomes qu'on appelle des molécules. C'est une molécule qui sert d'illustration, c'est un modèle de molécule à ce diaporama. Donc la physique quantique, elle essaie de comprendre le fonctionnement un peu bizarre de la matière à très petite échelle. Et elle a permis donc vraiment de comprendre en détail ce qui se passe dans une réaction chimique et dans un élément chimique. Alors ces tout petits atomes, on ne peut pas les montrer, donc c'est bien embêtant. Pourtant, il y a quand même une technique pour, entre guillemets, les voir. C'est le microscope à effet tunnel. Alors l'effet tunnel, c'est un effet un peu bizarre, qui est une sorte de téléportation, mais à l'échelle microscopique. On ne peut pas nous se téléporter par effet tunnel, on est beaucoup trop gros. Mais quand vous avez un électron tout petit, il est capable de se téléporter et d'apparaître, par exemple, du sommet d'une pointe à une plaque de silicium qui est en dessous. Alors pour fabriquer ces pointes-là, c'est on dissout avec des acides, une plaque de tungstène, et on arrive à avoir une pointe extrêmement fine. Vous voyez, là, il y a une échelle qui grossit, où il n'y a presque qu'un seul atome au bout de la pointe. C'est ce qui est représenté ici. Et cette pointe, on les déplace sur une plaque de silicium. Donc là, le dessin représente les atomes qui sont les uns à côté des autres dans la pointe et dans la plaque de silicium. Et donc, vous voyez, ils ne se touchent pas, et pourtant, avec un petit effet tunnel, ils ont une chance de passer de l'autre côté par téléportation. Et cette téléportation est d'autant plus favorable que c'est près, que la pointe est près de l'échantillon. Et c'est pour ça qu'on peut avoir un courant électrique. Si la pointe est près de l'échantillon, un courant électrique un tout petit peu plus fort. Si la pointe est loin de l'échantillon, un courant électrique un petit peu plus faible. Et donc, avec des déplacements très 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 fins, très petits,
on arrive à déplacer, c'est assez miraculeux, je passe rapidement le détail, mais c'est assez miraculeux de déplacer la pointe tout doucement sur cette plaque de silicium ou d'un autre matériau, et donc de mesurer le courant très faible qu'on a ici. Donc soit le courant est un petit peu plus fort, ça veut dire qu'on est près d'une bosse, soit le courant est un petit peu plus faible, on est près d'un creux. Donc en fonction des positions de la pointe, on enregistre sur un ordinateur les différentes valeurs du courant, et on peut reconstituer comme ça une image de la surface du matériau. On a ici un des résultats. Donc vous voyez, c'est pas du tout une photo, hein, c'est reconstitué par ordinateur. On a ici les endroits où le courant était fort, ça fait des bosses, et les endroits où le courant était faible, ça fait des creux. Puis là, c'est colorisé artificiellement aussi, hein. Là, le courant était très très fort. En fait, on a déposé un petit peu de fer sur une plaque de silicium. Et donc là, on voit en fait les atomes d'une certaine façon. Vous voyez, on voit la différence entre ces petites sphères qui sont les unes à côté des autres, grâce à cette lecture avec le courant électrique. Mais d'une certaine façon, on peut dire que là, on a une vision des atomes et on a la preuve qu'ils existent. C'est des choses qui se font en laboratoire avec un microscope à effet tunnel. C'est une sacrée machine, hein, c'est pas quelque chose qu'on pourrait avoir comme ça chez soi. Maintenant qu'on voit ces atomes et qu'on arrive à avoir des petites pointes très très légères, on va voir que l'électron ressemble effectivement à une bulle de savon. Ça a été fait ici, c'est ce qu'on appelle le corail quantique. Donc ce sont des atomes qui ont été posés les uns à côté des autres sur une plaque de silicium, vous voyez, en cercle. Pour les poser, eh bien, on utilise le microscope à effet tunnel, là, avec cette pointe-là que je vous avais montré tout à l'heure. Et on peut, sur cette pointe, fixer un atome, déplacer le microscope, le reposer, et on arrive à piloter la matière à l'échelle atomique. Encore une fois, c'est facile à dire comme ça, mais c'est un réel exploit technique. Et donc, on a pu choisir de placer en cercle les atomes les uns à côté des autres. Et ce qu'on voit au milieu ici, c'est des électrons qui se reflètent dans les bords et qui forment ces espèces de vagues là, qui montrent bien que c'est pas tout à fait un grain d'électron, mais plutôt ça peut ressembler à un liquide. On peut avoir ce phénomène si vous avez une bouteille d'eau à moitié remplie et que vous tapez au bord de la bouteille. À la surface de l'eau, vous allez avoir des ondes comme ça qui se figent, qui se bloquent. Pas longtemps, mais pendant une demi-seconde. Et vous pouvez le remarquer, donc c'est ce qu'on appelle des ondes stationnaires. Et bien ici, c'est comme s'il y avait de l'eau qui rebondissait sur les parois formées par ces atomes. Et donc, on a un très joli phénomène d'onde ici, d'eau. Voilà. Donc c'est quand même une preuve que les électrons, c'est pas du tout un petit grain, c'est un peu plus compliqué que ça. Et cette façon qu'a l'électron d'être liquide, et même la matière en général, c'est ce que décrit la fameuse mécanique quantique, qui est la science qui étudie le fonctionnement de la nature à toute petite échelle. Voilà, donc maintenant qu'on sait faire poser des électrons les uns à côté des autres, on arrive à ce qu'on a appelé les nanotechnologies. Donc là, on a un exemple de nanotechnologie où on peut faire des nanofils, des fils microscopiques avec quelques atomes simplement. Hein, c'est invisible à l'œil nu, pour pouvoir faire des ordinateurs de plus en plus petits ou d'autres appareils miniaturisés. Donc là, on a un exemple où on voit la structure de ces fils. Alors ces petits hexagones, là, à chaque bord de l'hexagone, il faut imaginer qu'il y a un atome de carbone. Vous voyez, c'est une molécule. Alors on ne dessine pas les atomes de carbone, mais juste les angles. Et donc on voit cette structure ici avec le microscope à effet tunnel qui fait des sortes de grosses billes. Ces grosses billes, cette fois-ci, c'est pas un atome tout seul, c'est la molécule, hein, c'est pas la même échelle. Et ils arrivent à repérer les trous dans la structure, hein, qui sont montrés par ces trois flèches ici. Donc c'est assez prodigieux d'arriver à faire ce genre de choses. Voilà, c'est ce qui conclut la vidéo. Les nanotechnologies, on en entend de plus en plus parler avec la miniaturisation. Ça pose aussi des problèmes de pollution parce que ces petits éléments de l'ordre de la molécule peuvent polluer notre propre corps et on ne s'en débarrasse pas comme ça. Mais bon, ça vous sert à vous montrer. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en chimie, c'est bien, on parle beaucoup d'atomes, de molécules. C'est normal que vous ne les voyez pas, mais on pourrait dire pourquoi j'y croirais. Eh bien parce que justement, il y a toute l'histoire de l'humanité qui a travaillé avec des grands savants pour arriver à comprendre la nature de notre monde. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain par quelqu'un qui l'a décidé. Et en fait, c'est ça qui est assez merveilleux quand même dans cette histoire-là. Quand vous utilisez vos téléphones portables, vos écrans LCD, quand vous utilisez l'électronique en général, c'est cette science-là qui est mise à l'œuvre. Voilà, donc on va faire le cours de chimie après dans une prochaine vidéo, mais j'espère que ça vous aura donné quelques repères pour comprendre un petit peu d'où viennent toutes ces notions. Voilà, à bientôt.